Et au niveau local, il est apparu cependant qu'il y avait plusieurs écoles en fait qui essayaient de trouver des manières de répondre aux besoins des élèves musulmans et de faire véhiculer leur héritage culturel. Dans le domaine du logement, la plupart des musulmans interrogés souhaitaient vivre dans des quartiers mixtes. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que c'est des raisons sociales et économiques et aussi parce qu'il y aurait une discrimination dans l'accès au logement. Donc ça restreint le choix en fait de ces familles. Il y a aussi une inquiétude par rapport à certains programmes de régénération urbaine qui conduiraient, alors qu'elles visent en fait plus de mixité, en fait, conduirait peut-être à déplacer les communautés qui se trouvent dans ces quartiers. L'emploi, dans le domaine de l'emploi, un des résultats, c'était que les musulmans ne sont pas complètement intégrés dans le marché de l'emploi. Une des raisons, c'est peut-être la différence des réseaux sociaux, la connaissance des langues, la compréhension du marché de travail. Et pour les femmes, il est indiqué que la discrimination en fait, sur base religieuse pour les femmes qui portent le voile dans le domaine de l'emploi en fait, contribue au désavantage. Mais il y a eu des bonnes pratiques aussi qui ont été observées au niveau vraiment local avec l'engagement en fait, des communautés au niveau associatif en fait, pour s'assurer que l'information sur l'emploi en fait, va aussi à ceux qui sont plus éloignés du marché du travail. Dans le domaine de la santé, il y avait en général une satisfaction en fait, des personnes interrogées. La seule question qui émerge, c'est celle des soins appropriés pour les personnes âgées comme musulmanes en fait. Un des problèmes qui a été identifié, c'était les relations avec le maintien de l'ordre et dans le domaine de la sécurité. Particulièrement pour les jeunes les jeunes hommes de 20 à 29 ans. Donc presque 10% des répondants ont rapporté avoir subi les discriminations aux mains de la police. Mais la majorité des répondants, donc musulmans et non musulmans, avaient confiance en la police, 58%. 14% avaient très confiance et 44% avaient assez confiance et 31% des musulmans avaient peu confiance et 9% aucune confiance en la police. Donc les perceptions de traitement inégal par les services de maintien de l'ordre sont citées comme une des raisons principales pour le manque du 31 et du 45. Mais il y a eu aussi des bons exemples en fait, dans des recommandations dans ce domaine d'initiatives visant à augmenter la confiance entre les services de police et les communautés. Et les plupart étaient d'initiatives d'associations en fait. Donc je veux dire de base en fait, des communautés affectées. Et dans certains cas, il y a eu des cas de collaboration entre les mosquées et la police pour une meilleure communication de certaines mesures. Il y a aussi des efforts qui ont été faits pour améliorer la diversité des forces de police, la police de proximité. Donc dans les questions de participation civique, une des conclusions c'était que pour la plupart des interactions dans le domaine disons de participation civique, c'était des activités qui étaient liées à l'école ou à l'éducation de leurs enfants. Les lobbies, sport et hobbies viennent en troisième lieu, suivi des activités de jeunesse. Pour les non-musulmans, la musique, l'art et les activités culturelles étaient classées second. Par rapport à la perception des musulmans, oui, c'est j'ai fini. La perception, alors que pour les non-musulmans, la participation au niveau associatif, ils avaient l'impression que ça avait un impact sur les décisions qui étaient prises au niveau communal. Pour
pour les musulmans, la participation dans ces sessions ne leur donnait pas forcément l'impression que ça avait un impact sur les décisions qui étaient prises les concernant au niveau communal, à part quand c'était des associations sur la base ethnique ou religieuse. Les musulmans. Alors nous allons à présent céder la parole à Madame Inès Wouters. Madame Inès Wouters est avocate au barreau de Bruxelles et spécialisée sur les discriminations des minorités religieuses. Alors Madame Wouters, elle dit qu'en fait, elle dit que finalement les musulmans ne sont pas les personnes qui sont les plus discriminées sur les questions religieuses, mais c'est parce qu'en fait, il y a de la surmédiatisation. Néanmoins, elle explique qu'il y a tout un arsenal juridique qui existe, de la Convention européenne des droits de l'homme, au règlement de police, en passant par la Constitution et toute une législation anti-discrimination, mais elle dit qu'en fait, c'est une législation qui est mal connue, qui est mal utilisée, et il n'y a pas de hiérarchie entre ces législations. On peut autant utiliser un article de la Convention européenne des droits de l'homme qu'un règlement de police. Alors elle va illustrer son propos par un exemple qu'elle suit actuellement. C'est le cas d'une femme qui porte un voile intégral et qui donc criminalise, puisqu'elle a reçu 2 contraventions dernièrement, donc sur base d'un règlement de police. Et donc Mme Wouters explique que finalement il existe une législation d'harcèlement contre les religions. C'est bien cela. Voilà. Très bien. Donc vous allez recadrer. Merci à vous d'être là et vous avez 15 minutes. Merci. Volume. Non. Un autre? Oui. Ah, oui. Voilà, je vous remercie de me donner la parole. Merci Madame Hamidi de m'avoir contacté à ce sujet. Voilà, mon intervention va se concentrer sur 3 points sur lesquels je vais essayer de m'étendre pas plus de 5 minutes puisque c'est le temps qui m'a été imparti. Le premier point que je voudrais développer, c'est non, les musulmans ne sont pas les seuls à être discriminés en Belgique sur les questions religieuses. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi? Ça ne nous avance pas très loin. Et de savoir qu'il y en a d'autres que nous. Je pense que c'est malgré tout important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, et je vais m'expliquer un petit peu plus, des mêmes principes, des mêmes règles du jeu, qui s'appliquent à tous. Et si ça ne s'applique pas à certains, fussent-ils petits, ça ne s'appliquera à terme pas aux plus grands. Et donc c'est plus question à ce moment-là de droit, mais de rapport de force. Or nous estimons ici devoir nous battre sur le terrain du droit. C'est la première chose. Le deuxième point, je vais un petit peu m'étendre sur toute l'architecture. L'architecture des droits qui existent dans notre petite Belgique, au niveau européen aussi, en effet, il y a un certain amalgame, je dirais une certaine confusion sur la hiérarchie des normes et sur la manière dont celles-ci fonctionnent entre elles. Législation souvent récente, mal connue, aux procédures parfois difficiles, mal connues par les avocats. Je viens d'ailleurs d'une formation en matière de droit européen où on disait que 95% des requêtes étaient déclarées irrecevables, simplement parce qu'elles sont mal formulées. Donc c'est dire, et que même au niveau, je dirais, juridique, il y a une méconnaissance exactement de comment le mécanisme fonctionne. Donc il y a toute une hiérarchie, la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution, les lois, les règlements de police, et parfois on a tendance à croire que le bas tient le haut, c'est-à-dire qu'un règlement de police va pouvoir tenir en échec des libertés fondamentales, et on en est maintenant évidemment à se dire qu'il faudrait légiférer. Est-il possible de le faire? Et c'est ce que je vais examiner en deuxième. Je vais terminer mon intervention par quelques petites considérations plus générales, parce que ça me semble important. Je suis avocate et pour une avocate, les mots comptent. On ne se bat pas sur le droit. En réalité, le droit, on le connaît, on l'applique, on ne l'applique pas. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est très important, c'est que veulent dire les mots. C'est quoi les faits? Comment les qualifie-t-on? De quoi parle-t-on? Parce qu'à ce moment-là, on peut enfin
appliquer le droit. Alors je vais prendre quelques exemples de mots qu'on utilise beaucoup et qu'on s'empresse généralement